Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Cécile Coudriou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente d'Amnesty France, Amnesty International France, pardon. On va parler des droits humains, évidemment, ceux que vous défendez. Et il y a de la matière en ce moment. J'ai beaucoup de questions, mais d'abord, un mot sur cette photographie qui fait le tour du monde en ce moment. Cet enfant qui enlace son père retrouvé mort noyé en tentant de gagner les États-Unis. Est-ce qu'à un moment, devant l'horreur, il ne faut pas dire les choses, Donald Trump est responsable? Est-ce qu'il mène une politique assassine? Il est clair que la responsabilité est dans les États qui mènent des politiques migratoires pareilles. Donc la photo est terrible, la photo crée une émotion. Tout ce que nous espérons à chaque fois, Amnesty International, c'est que cette indignation, on va la transformer en action. Donc les politiques migratoires de Trump, mais pas seulement, les politiques migratoires de l'Europe n'ont rien à envier à celles de Trump, provoquent effectivement des drames. C'est une responsabilité indirecte, certes, mais très très forte quand même. Et c'est pourquoi nous avons vraiment à cœur de défendre une autre politique migratoire, davantage axée sur la responsabilité partagée, davantage axée sur l'humanité aussi. Est-ce que justement c'est important de pointer les responsabilités? Je reviens sur le cas Trump, mais sur le cas des hommes et des femmes politiques qui prennent des décisions politiques qui ont des conséquences sur la vie des gens. C'est important de cibler qui sont les responsables de ces victimes? Ce n'est pas forcément des responsabilités qui sont individuelles, c'est-à-dire c'est plus une politique qu'il faut stigmatiser. En tout cas, c'est ce que nous cherchons à faire. Nous dénonçons et nous stigmatisons non pas des personnes, mais des choix politiques, des choix en matière de droits humains qui sont particulièrement délétères, dangereux et qui peuvent aussi en plus parfois avoir un impact sur les mentalités au fur et à mesure. C'est-à-dire que des choses qui paraîtraient inacceptables deviennent progressivement de plus en plus acceptables parce que finalement on a tellement préparé le terrain que justement ça peut devenir quelque chose qui est perçu comme une solution, alors que c'est certainement pas ça la solution, particulièrement pour la crise de l'accueil des réfugiés. Il y a un autre fait qui se déroule en ce moment qui paraît totalement inacceptable, c'est celui de la guerre au Yémen, qui est menée par l'Arabie Saoudite et d'autres pays alliés, avec une crise humanitaire catastrophique, plus de 10 000 morts civiles, 20 millions de personnes en détresse humanitaire. Et pourtant, la France continue de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Là aussi, il faut dire, la France est responsable. Là, nous avons en tout cas haussé le ton, très clairement, hein, même si ce n'est pas forcément au départ... Vous menez une campagne en ce moment là-dessus. Voilà, le style qu'on attend d'Amnesty est en train d'évoluer, puisque justement, là, on a parlé de mensonges d'État. Et c'est sûrement pas tous les jours qu'Amnesty International emploie un tel terme. Nous avons voulu confronter les responsables politiques, hein, pas seulement Emmanuel Macron, mais également Florence Parly et bien sûr Jean-Yves Le Drian, sur ces questions de vente d'armes, car il y a réellement un discours qu'ils souhaitent assumer publiquement en disant nous respectons le traité sur le commerce des armes, nous respectons le droit international humanitaire, et nous avons des preuves du contraire. Et c'est pourquoi nous avons aussi défendu ceux qui défendent cette vérité, notamment je pense bien sûr à Disclose, hein, ce site internet, et puis plusieurs journalistes qui d'ailleurs ont été inquiétés, ce qui est particulièrement aussi inadmissible, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des preuves aujourd'hui que les autorités françaises savent que ces armes peuvent potentiellement, en bout de chaîne, provoquer des violations des droits humains terribles, hein, des crimes contre l'humanité, au Yémen. Et donc c'est important effectivement de les mettre en face de cette réalité-là et pas simplement d'être dans un discours qui se veut rassurant mais qui n'est pas crédible aujourd'hui. Parmi les preuves, il y a justement le groupe d'experts mandatés par l'ONU qui en révèle certaines. Toutes les parties prenantes de ce conflit pourraient être condamnées pour des crimes de guerre, dit le rapport. La France viole le droit international? Évidemment, dans ce cas-là, effectivement, si on repart sur l'idée que le traité sur le commerce des armes est un traité qui certes n'interdit pas le commerce des armes en général, mais qui précise bien que lorsqu'il y a des risques majeurs, que des violations massives soient commises, notamment crimes de guerre, eh bien, les ventes d'armes doivent cesser. Et d'ailleurs, on en veut pour preuve que ça vient d'arriver au Royaume-Uni. C'est une nouvelle très encourageante pour nous, puisque la Cour vient justement de décider que les ventes d'armes devaient être suspendues, que les prochaines licences d'exportation ne seraient pas accordées. Ce n'est pas forcément définitif, il faut rester combatif, hein, ne surtout pas se reposer sur des lauriers, mais en tout cas, ça va dans le sens de ce que nous demandons aussi à Amnesty International France, ça va dans le sens de nos interpellations à Emmanuel Macron depuis un certain temps déjà. Et nous n'avons pas l'intention de cesser tant que ces armes continueront d'être vendues à l'Arabie Saoudite, avec les conséquences que l'on connaît sur le Yémen. Vous diriez que la France est complice de crimes de guerre? On peut employer le terme de complicité. Alors finalement, ce n'est pas une complicité directe là aussi, puisqu'il y a aujourd'hui des faits avérés, des liens avérés entre ces ventes d'armes, notamment les canons César, dont on disait qu'elles étaient déployées
à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, mais en fait on sait très bien que, vu la portée de ces canons, ça peut avoir des effets désastreux sur des populations civiles. Donc nous sommes là pour rappeler qu'il y a toujours un droit de la guerre, et que lorsque la France vend des armes, elle doit s'assurer que ce droit sera respecté, et que ces armes ne vont pas contribuer, au contraire, à violer le droit international. Puisqu'il est question de responsabilité, l'État français est aussi poursuivi par 4 ONG pour inaction climatique. C'est l'affaire du siècle signée par plus de 2 millions de personnes. Ils ont raison, là aussi, de poursuivre l'État. Ceux qui gouvernent, il faut nommer les responsables en matière climatique. Alors, ce qui est très compliqué dans cette affaire, même si c'est aussi quelque chose sur lequel nous commençons à travailler, les changements climatiques seront aussi un objet d'attention pour Amnesty International, avec ce volet droits humains, c'est-à-dire les conséquences du changement climatique sur les droits humains. Pour cette affaire-là, le problème c'est que souvent on n'arrive pas justement à, en tout cas en justice, à obtenir réparation, puisqu'on n'arrive pas à prouver le lien de causalité direct, précisément, on en revient toujours à ça, entre la pollution ou les choix qui ont été faits par les politiques et les résultats sur les populations en fait. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut augmenter la pression. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change de braquet et que de plus en plus d'ONG qui sont au départ de nature diverse, mais complémentaires, puissent travailler ensemble pour vraiment faire bouger cette ligne et maintenir une pression maximale sur les différents gouvernements, parce que nous savons très bien que malgré l'évidence aujourd'hui des risques que font encourir toutes ces politiques qui vont à l'encontre de l'écologie, eh bien, malgré cela, il y a encore beaucoup de déni, beaucoup d'inquiétude de la part des gouvernements vis-à-vis de ce que ça pourrait avoir comme impact sur les intérêts économiques, sur la croissance, etc. Donc il faut qu'il y ait non seulement une mobilisation citoyenne très forte, mais aussi une convergence de différentes ONG pour pouvoir vraiment se faire entendre bien mieux. La jeune Greta Thunberg, 16 ans, a reçu le prix d'ambassadrice de conscience d'Amnesty International. C'est aussi une manière pour votre organisation de dire que la question climatique, la question écologique, c'est avant tout une affaire de droits humains. En fait, c'est ça. C'était un peu un signal qu'on voulait envoyer, parce que jusqu'à présent, les ambassadeurs de conscience étaient vraiment sur des aspects de droits humains plus connus, donc des personnes qui se battent par exemple contre les persécutions à l'encontre d'une minorité, ou des personnes qui se battent pour la liberté d'expression dans un pays qui la bafoue. Donc là, c'est effectivement une nouveauté, avec ce prix décerné non seulement à Greta, mais à tous les jeunes qui se sont mobilisés à travers ces grèves dans le monde entier. Et donc l'idée, c'est effectivement de montrer qu'il y a aussi cet angle droits humains, et que Amnesty International aura aussi sa valeur ajoutée dans ce combat-là. Et puis aussi, évidemment, le message, c'est que les jeunes peuvent faire une différence, que de telles mobilisations ne sont pas du tout un caprice, mais une véritable prise de conscience, et que ça peut amener bien d'autres jeunes à se mobiliser pour la cause écologique, mais aussi, bien sûr, pour la cause des droits humains, et comme on vient de le dire, en convergence parfaite. Un mot sur ce qu'il se passe en France. Il n'a jamais été autant fait usage des LBD lors des manifestations. Il n'y a jamais eu autant de détentions préventives. La France est un pays qui condamne les militants des droits humains, et vous venez de vous battre, vous vous êtes battu contre, malgré la condamnation de Loane Torondel, vous avez dénoncé cette condamnation. La France est aussi le pays qui incarcère des migrants mineurs, parfois en bas âge, dans des centres de rétention. Qu'est-ce qui se passe en France? Les droits reculent? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que certains pays, même quand ils se disent démocratiques, sont totalement immunisés contre des tentations de moins bien respecter le droit international et leurs engagements internationaux en matière de droits humains. Il n'y a vraiment plus du tout cette règle que l'on puisse appliquer. Il faut être vigilant partout, tout en ayant conscience que la gravité n'est pas forcément la même partout, évidemment. Mais pour la France, effectivement, nous avons beaucoup travaillé à faire prendre conscience d'un maintien de l'ordre, une politique de maintien de l'ordre qui devient particulièrement préoccupante parce qu'il y a une disproportion. Nous n'avons jamais dit qu'il ne devait pas y avoir de police ou qu'il ne devait pas y avoir bien sûr de maintien de l'ordre, ça serait stupide puisque nous sommes basés sur le droit. Il n'en reste pas moins que dans le droit justement on parle de proportionnalité dans la réponse et de nécessité aussi parfois d'une telle réponse, d'une telle montée finalement en escalade un petit peu dans cette réaction à des manifestations qui certes ont parfois été violentes aussi, mais nous avons quand même vraiment tiré une sonnette d'alarme, on peut dire, dans le sens où il y a eu trop de blessés, il y a eu bien trop d'excès dans l'utilisation non seulement des LBD, mais aussi des grenades de désencerclement et également même du gaz lacrymogène lui-même. Donc nous pensons qu'il y a une doctrine qui est en train d'un petit peu de dériver et qu'il est important que des ONG comme la nôtre, basées sur le droit, rappellent qu'il pourrait y avoir très rapidement des dérapages. Il faut faire attention à ce que la France reste dans les clous dans sa politique de maintien de l'ordre.
La France a été condamnée à plusieurs reprises justement sur contre des événements ou contre des décisions qui ont été prises par l'État français. Au niveau européen et au niveau européen de l'ONU. Notamment, sur l'usage des LBD. Et justement, choqué, quel est le retour de l'État, quel est le retour du gouvernement, de vos interlocuteurs quand vous les interpellez sur ces sujets? En fait, nous avons quand même l'impression d'être écoutés, même si c'est un sujet qui est difficile, parce que là, la situation dans ces manifestations a été tellement tendue que bien évidemment, c'était plus difficile de se faire entendre. Ce qui est important toujours pour nous, c'est de faire, bien sûr, avec des recherches de terrain, de pouvoir dénoncer des faits, d'être très factuel, mais c'est important aussi de faire des recommandations. Sinon, on n'est plus entendu. Donc là, typiquement, quand on demande par exemple la suspension des LBD pour qu'il y ait réellement des enquêtes et une amélioration de la façon dont on contrôle l'utilisation de cette arme, c'est quand même quelque chose qui est constructif. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à apporter des solutions, des recommandations. C'est pareil pour les autres sujets dont on a déjà parlé, c'est-à-dire les migrants et les réfugiés par exemple. On ne se contente pas de dénoncer, on cherche aussi à montrer que dans le respect du droit, il y a d'autres solutions. Et c'est important, je pense, d'être aussi positif et pas simplement critique d'une manière générale dans la vie, mais en particulier quand on préside une ONG comme Amnesty International. J'ai une dernière question, Cécile Coudriou. Ce week-end, c'est la marche des fiertés à Paris, un peu partout en France. Elle est placée sous le signe des droits. Sur la PMA notamment, vous trouvez que le gouvernement s'y est bien pris? Vous ne redoutez pas un retour de la manif pour tous et des agressions homophobes? Ça a été quand même très hésitant et très long. Alors c'était de nouveau des engagements de campagne, donc ça c'est quand même quelque chose qui est aussi préoccupant, puisqu'il s'agit de droits, il s'agit non pas de nouveaux droits pour une communauté, etc. Pour nous, c'est l'universalité des droits. Chaque personne doit avoir les mêmes droits. Donc là, avec la PMA, nous avons pris l'angle de la discrimination, évidemment. Ce serait discriminant que de ne pas l'autoriser à des femmes en couple lesbien ou à des femmes seules. La loi existe, elle doit être la même pour tous et pour toutes. Donc c'est pourquoi, depuis très longtemps déjà, nous avons soutenu cette demande de PMA, nous paraît tout à fait légitime. Et nous espérons en effet, nous aussi, que le débat sera plus apaisé et qu'on pourra, à l'issue de cet été, avoir enfin cette loi votée. Merci beaucoup Cécile Coudriou. Merci à vous.